bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, nous allons parler du futur énergétique de la France et je reçois Karim Megherbi. Bonjour Karim. Bonjour Cyrus. Alors, vous pouvez retrouver tous nos contenus, articles et podcasts sur planb.info avec un S à plan. Vous pouvez d'ailleurs écouter cette émission-là en podcast. Voilà, vous ne verrez pas nos beaux visages mat d'origine étrangère, mais ce sera tout à fait compréhensible et écologique. Alors, on va parler d'un chef-d'œuvre de rapport aujourd'hui sur l'avenir énergétique de la France, un travail remarquable de la part d'experts. Le jour de sa sortie, il y a quelques semaines, les médias ont dû y accorder un petit peu de temps, enfin pas énormément, et puis on est passé à autre chose. Nous, on est toujours là. C'est un rapport qui mérite de vivre pendant les mois à venir et les années à venir. Ça engage des décisions importantes sur le futur énergétique de la France et l'énergie à laquelle auront accès nos enfants en 2050. C'est absolument crucial. Donc voilà, nous on est là, tout comme on est toujours là pour parler du remarquable rapport du GIEC sur l'avenir climatique de l'humanité, qui a fait un mini-buzz pendant 1 heure, puis on est passé au transfert de Lionel Messi. Donc voilà, sympa pour les chercheurs bénévoles qui ont écrit cet autre chef-d'œuvre, mais que nous allons également faire vivre pendant les mois et années à venir. Voilà, je termine ici mon éloge de l'expertise pour me tourner vers toi, Karim. Tu vas te présenter, puis tu as eu le courage de lire les 400 pages, voire plus, du rapport RTE dans le détail. Tu as une expertise sur le sujet. Tu vas pouvoir nous raconter comment ce rapport a été construit, comment ces scénarios de l'avenir énergétique de la France ont été construits. C'est quoi la particularité de ce rapport, toi qui en lis beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres pays qui font un exercice semblable? Quelle est la particularité de ce rapport RTE? Et puis on va plonger dans le dur, c'est que comment pourrait évoluer le parc nucléaire français? Pourquoi on ne refait pas juste, par exemple, un plan Mesmer bis, comme en 1974, où on s'est lancé tous azimuts sur le nucléaire? Pourquoi on ne refait pas ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'énergie renouvelable, éolienne, solaire, pour compléter nos besoins? Et puis on terminera sur quid de l'intermittence des ENR, de la recyclabilité des équipements en fin de vie, la question des métaux critiques et la question de la souveraineté énergétique et économique de la France dans cette transition vers les énergies renouvelables qui, quel que soit le scénario RTE qu'on regarde, il va en falloir faire au moins un petit peu, voire beaucoup. Karim, je te laisse la parole pour te présenter brièvement. Ok, merci Cyrus. Bon, bah, écoute, c'est ravi encore d'être ici pour la deuxième fois, surtout pour un sujet qui me tient à cœur et puis un sujet aussi important sur RTE. Euh, bon, présentation rapide. Donc, aujourd'hui, j'ai une société qui fait de l'origination de projets en énergie renouvelable. Ça veut dire que je regarde les marchés, des différents marchés dans le monde. Je suis plutôt spécialisé Asie du Sud-Est, Europe, Afrique et Asie centrale. Et donc, je regarde un petit peu les évolutions réglementaires, les évolutions de mix énergétique donc les évolutions de consommation et de choix d'investissement. Et j'essaie de repérer des opportunités d'investissement, de partenariat pour un certain nombre d'investisseurs. Voilà. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, surtout des projets éoliens et solaires d'assez grande taille. Sinon, mon background, c'est école de commerce, HEC, et puis un DEA en économie de l'environnement. Voilà, et puis j'ai fait différents métiers avant d'arriver ici, dans la banque, dans le développement de projets, dans la microfinance et la micro-assurance aussi sur le continent africain. Et puis, voilà. D'accord. Quand tu passes des jours et des jours à éplucher un rapport de 400 pages comme celui d'RTE, est-ce que c'est par pur plaisir, parce que ça fait écho à tes travaux et ça Et, t'alimente aussi? Voilà. ah oui, alors c'est un problème effectivement de faire que lire des rapports comme ça. Après, ton esprit est formaté en chiffres. Voilà. Mais non, alors à côté de mon activité, je dirais purement professionnelle, je fais partie en fait de groupes de travail d'agences internationales pour, je dirais, faire évoluer la connaissance sur les énergies renouvelables, sur la transition énergétique.
Et donc, je travaillais avec l'AIE sur un groupe de travail qui faisait des grandes centrales dans le désert. Donc, on a publié des livres à ce sujet. Et je travaille avec ARENA. Donc, je suis représentant d'un think tank qui est dans la région MENA, DII, Mhm. et qui, donc, on est membre de la Coalition for Action. Donc, dans ce cadre-là, si tu veux, on regarde un petit peu les différents scénarios. Déjà, Arena produit ses propres scénarios d'évolution pour ne plus émettre du CO2 en 2050. Donc, on propose des trajectoires qui sont basées exclusivement sur les énergies renouvelables, mais aussi on essaie de voir un petit peu les différents scénarios. Et par exemple, cette année, on a un groupe de travail qui va probablement publier des white papers l'année prochaine, voire des manuels où on aura revu en fait les différents, un certain nombre de scénarios qui existent dans le monde, dont le scénario de l'AIE. Et moi d'ailleurs, c'est moi qui dirige ce groupe de travail pour revoir le scénario enfin, net zéro 2050 de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié en début d'année et qui est un grand changement dans l'AIE, puisque l'AIE voit toujours le pétrole qui augmente, le gaz qui augmente, les émissions qui augmentent, mais cette fois-ci, elle voit eh bien, une chose différente, qui est qu'elle elle pense, en fait, elle dit qu'il faut arrêter en fait de faire des nouvelles productions de pétrole, de gaz, qu'en fait on a suffisamment aujourd'hui d'actifs pétroliers pour tenir jusqu'en 2050, qui est la date à laquelle logiquement on a fait notre transition énergétique. Donc ça, c'est un grand moment Oui, très de important. l'AIE, Tout- voilà, un très gros changement, Revirement majeur, tout un à fait. revirement majeur où effectivement là on a suffisamment de… Voilà. Il faut quand même investir dans la continuité de ces champs existants. Et puis il y a aussi la liste des projets existants qui est aussi dans leur scénario. Je ne dis pas que c'est positif, dans leur scénario, les projets existants sont là. Voilà. Donc, D'accord. Très bien. Non, ce qui me plaît aussi dans ta démarche, et c'est à l'image de Philippe Gauthier aussi, autre expert avec qui on a discuté sur Plan B il y a quelques semaines. C'est-à-dire, tu épluches, sans être toi-même scientifique, mais tu épluches les rapports scientifiques, les rapports de chercheurs sur les sujets énergétiques. Tu es en contact direct avec certains des chercheurs. Et après tout ça, tu as un optimisme sur le développement des énergies renouvelables, un optimisme cependant, on va dire, prudent et mesuré. C'est-à-dire, oui, ça a du potentiel, mais il va y avoir des freins, il va y avoir des difficultés. Ça ne dispense pas de faire un peu de sobriété. Enfin, voilà, c'est une démarche plutôt, on va dire, pro-ENR, mais réaliste. oui, alors bon, l'optimisme, c'est un grand mot. Il faut, faut regarder les scénarios et voir surtout quels sont les risques associés et essayer de dresser des trajectoires qui font sens. Et il y a énormément de travail à faire, énormément de politiques à mettre en place. Et ce n'est pas sûr qu'actuellement, on les mette en place. Donc, donc la contrainte de 2050, elle va arriver extrêmement vite. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les politiques sont à la hauteur du challenge, des défis qui sont devant nous. Alors justement, ce rapport RTE, tu vas nous en parler parce que c'est pas juste un travail d'expert, il est aussi politiquement très important. C'est-à-dire, ça va structurer la politique énergétique française dans les décennies à venir. Autant dire que l'enjeu est absolument crucial parce que pas d'énergie, pas de civilisation, hein. Bon. Est-ce que tu peux nous dire comment il a été construit ce rapport? Quelle a été la méthodologie? Comment il faut le lire en tant qu'expert ou non-expert? Et aussi, quelle est la particularité de ce rapport, toi qui en lis beaucoup d'autres? Voilà, ok, merci. Ben, voilà, donc c'est un rapport qu'on attendait beaucoup parce que la particularité de ce rapport, c'est que c'est un opérateur, enfin c'est un gestionnaire de réseau qui a produit un rapport pour les citoyens et qui a donc, ça fait 2 ans qu'ils ont travaillé sur le sujet. Donc il y a eu une consultation publique avec 4000 retours. Donc c'est des retours, c'est des personnes qui écrivent à RTE, qui disent ah, bah, je pense que tel voilà, un problème, mais il y a aussi lors des différentes discussions. Il y a eu 120 organisations, 120 organisations qui ont participé à des groupes de travail différents. Donc, il y a eu des groupes de travail sur, je sais pas, le changement climatique, sur la consommation, sur, etc. Il y a eu donc je dirais un écosystème qui s'est mis en place pendant 2 ans où en fait tous les industriels,
la partie civile, tout ça s'est mis en fait en œuvre et pour produire un rapport. Donc, c'est pas RTE qui a travaillé seul dans son coin, c'est pas non plus un travail académique. Donc, en ce sens-là, par rapport à beaucoup de scénarios dont on dispose, ce scénario, il est très concret en fait. Hein, il se repose sur des données extrêmement fournies de réseau, d'évolution de la consommation, avec des gens dont c'est le métier, qui travaillent aussi sur d'autres scénarios, puisqu'on a par exemple Negawatt aussi qui a fait un scénario de sobriété. Et donc, tous ces gens-là qui travaillent déjà dans ce système-là ont pu échanger en fait avec RTE. Et donc, du coup, ça a produit un rapport extrêmement riche qui couvre à peu près toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, pour moi, ce rapport, il était très attendu parce qu'il y a cette particularité que c'est un opérateur électrique, enfin un gestionnaire de réseau qui l'a produit. Ça, c'est numéro un. Et deuxième point, c'est qu'en fait, l'approche de RTE a été une approche à la fois de couvrir la société, c'est-à-dire quel mode de consommation entraîne tel système énergétique, et également les impacts environnementaux, donc les matériaux, l'emprise au sol, etc. Évidemment, le coût économique, donc quel est le coût complet du système, et puis donc les trajectoires de production, etc. Donc ça, c'est un travail très complet en fait. C'est pas toujours, tu ne vas pas retrouver par exemple la partie environnementale, typiquement, il faut la chercher, hein, par exemple, si tu prends le scénario de l'AIE, ben, la partie environnementale, elle n'existe pas. Donc, il faut aller chercher ailleurs, dans d'autres rapports, cette partie-là. Donc, ça, c'est un travail très complet qui, pour moi, en fait, arrive très, très à point parce qu'aujourd'hui, bon, on sait qu'il y a les présidentielles en 2022, donc évidemment, il y a des sujets politiques. Mais je dirais, au-delà de ça, tous les citoyens sont très conscients, en fait, du problème énergétique et du problème climatique de plus en plus. Et donc, en fait, on essaye de s'informer en fait, sur ces sujets. Et ce n'est pas évident hein, de trouver de l'information sur le solaire, sur le nucléaire, sur quel est leur impact environnemental, etc. Et des études qui sont fouillées là-dessus. Donc, on a quand même l'ADEME, on a différentes associations. Mais là, on a vraiment un travail collectif en fait, qui a été réalisé. Et donc, je trouve que c'est une extraordinaire opportunité en fait, pour chacun de trouver en fait, des réponses. Alors, comment on lit un rapport, un tel rapport? Ce rapport, il produit des conclusions. D'accord? Donc, ces conclusions, elles reposent sur des hypothèses. Donc, un tel rapport, il ne faut pas que lire les conclusions. Il faut lire les hypothèses aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amène aux conclusions qu'on va voir. Donc, par exemple, tel pourcentage de nucléaire est optimum, tel pourcentage de renouvelables, on va mettre plus de solaire, plus d'éolien, etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive en fait à définir ces trajectoires? Donc, il y a des hypothèses et puis surtout, il y a des stress tests. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder sur une conclusion s'il y a quelques variables qui évoluent, par exemple le coût du nucléaire qui augmente, par exemple les coûts des renouvelables qui augmentent, quel est l'impact sur mon scénario? Donc ça, c'est très important de pouvoir lire un tel rapport en se disant, c'est pas simplement une Bible figée où on lit une conclusion, c'est en fait tout un mode de calcul et une méthodologie pour dresser des trajectoires qui se reposent donc sur des hypothèses qu'il faut, je dirais, consulter et essayer de regarder si on se sent à l'aise ou pas avec ces hypothèses, mais également pour voir ce qu'on appelle les tests de sensibilité et voir si un scénario est robuste ou pas. Je dis un exemple, si par exemple ton prix de kilowattheure du solaire, il évolue de juste 3% et qu'en fait avec le 3%, ça change tout ton scénario, tu te dis, oula, ce scénario-là, il est un petit peu risqué peut-être. Tu vois. Donc c'est comme ça que ça se lit. D'accord. Voilà, donc après, je sais pas, on peut parler de la méthodologie, si tu veux, du rapport, par exemple. Oui, oui, oui. Au-delà de la concertation, beaucoup d'acteurs, entreprises, et du fait que ça a été piloté par un RTE, qui est un gestionnaire de réseau, ça c'est quand même particulier. Je ne sais pas si d'autres pays que la France ont produit ce genre de travail piloté par leur gestionnaire national de réseau. Mais effectivement, qu'est-ce qui, au-delà de la méthodologie de concertation, on va dire sur les aspects quantitatifs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la méthode?
Voilà, donc ça, c'est très important de comprendre je dirais, la méthodologie qui est employée parce que donc elle est très classique, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment l'état de l'art, en fait, sur la production de ces scénarios. C'est comme ça que, je dirais, aujourd'hui, en 2021, les gens travaillent. Donc avant, peut-être, il y avait des tableurs Excel où on faisait des petits tableaux plus-moins. Donc maintenant, on a, bon, ça n'a jamais été vraiment comme ça, mais là, aujourd'hui, on a vraiment des méthodes de calcul avec, je dirais, des éléments qu'on prend systématiquement en compte. Et donc là, on peut en parler. Donc la première chose pour lire un tel rapport, c'est de comprendre qu'on est face à un système. Mhm. D'accord? C'est-à-dire que RTE modélise un système. Ça veut dire que dans un premier temps, il regarde l'évolution de la demande par rapport à un certain nombre d'objectifs. Quels sont nos objectifs? Nos objectifs, c'est de nous passer de la consommation des énergies fossiles d'ici 2050. Se passer de la consommation des énergies fossiles, ça va très bien. Ça veut dire que c'est fini, les personnes là qui vont. Je reprends même un exemple qu'il y a eu lors de la conférence de RTE. C'est fini là d'aller à la pompe et de mettre du fuel. C'est Il faut se fini. rendre compte, c'est zéro pétrole, zéro C'est- gaz, voilà, alors zéro au sens où il y a un peu quasiment, ou de presque. Ouais. carburant, etc. Mais grosso modo, c'est ça l'idée. Hein, c'est que vous avez on a des pompes à chaleur, donc c'est électrique beaucoup. Il y a du gaz vert quand même qui reste, donc ça c'est un des sujets en France. Mhm. Mais le pétrole c'est fini. Hein, donc le pétrole c'est fini, le charbon c'est fini, et le gaz, bah, c'est du gaz vert. D'accord? C'est quoi Donc du gaz vert? ça, C'est alors, le pardon, gaz mon... vert, c'est par exemple le biogaz. Donc, Mhm. D'accord. voilà, c'est le biogaz. Le biogaz et puis l'hydrogène aussi. D'accord? Donc, elle est soit produite par je dirais la biomasse, quoi, ou soit c'est produit par de l'électricité, qui est Mhm. pour l'hydrogène. D'accord? D'accord. D'accord. Donc ça on a une trajectoire de consommation qui indique comment, en fait, petit à petit, ces énergies fossiles vont être remplacées par deux choses. La première, c'est tout ce qui est biomasse, donc biomasse, biocarburant, bois, énergie, etc. Mhm. D'accord? Donc ça, c'est je dirais, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est l'électricité. Donc, c'est-à-dire, c'est l'électrification des usages. C'est surtout D'accord? ça. Ouais. Et donc, bah, c'est les deux. Mais il reste effectivement, enfin, de ce que j'ai vu sur la trajectoire de consommation, on est à peu près, on va dire, à 1000 TWh global, 900 et quelques. Et donc, notre consommation électrique, elle serait je sais plus, entre 650, 750. Il y a aussi il y en a qui vont plus loin que ça, d'accord? Enfin, Mhm. selon la réindustrialisation de la France, etc. Donc, alors, c'est les énergies finales qui est à peu près à 1000. Donc, je crois, d'énergie primaire, on est à peu près à 1100. Donc, tu vois, on est sur une trajectoire où l'électricité va faire au moins 50% de notre besoin en énergie finale. D'accord? Mhm. Et Au notre moins. besoin total en énergie finale décroîtrait ou Voilà, diminuerait de il décroît. 40%, Voilà. de Alors, voilà, du coup, 40% tout le monde en 30 a, ans. voilà, donc tout le monde a bien sûr indiqué ce point-là, c'est que nos trajectoires, donc notre électricité, notre consommation électrique va augmenter. Mhm. Par contre, l'énergie totale, donc l'énergie finale, elle va diminuer. Et effectivement, selon la SNBC, il y a une diminution de 40% qui est absolument colossale. Alors, d'où viennent ces 40%? Les 40%, ils viennent évidemment des actions de sobriété, premièrement. Deuxièmement, ils viennent de l'électrification, puisque un moteur de pétrole, un moteur qui utilise le pétrole, ben, il faut 3 barils de pétrole pour utiliser simplement un baril d'énergie, puisque tout le reste est parti en chaleur. Donc en fait, l'électrification des usages, mathématiquement, fait que notre énergie primaire et finale va diminuer en fait avec l'électrification. Bon, et puis Et l'autre point, l'isolation des bâtiments et peut-être enfin, renforcer aussi certaines lois qui, théoriquement, on n'a pas le droit de chauffer à plus de 19 degrés chez soi, pousser les propriétaires de logements à faire des travaux, bah, par exemple. Il sera bientôt interdit de louer un diagnostic de performance énergétique F ou G. Bon, on pourrait accélérer ça. En fait, moins 40%, c'est moins 1,1% par an. C'est alors pas. il y a, Voilà. mais il y a aussi l'efficacité énergétique, Il y a d'accord? Dans les l'efficacité. Bah, trois choses, l'isolation, ça y contribue.
voilà, il y a sobriété, efficacité énergétique et électrification. D'accord? C'est les Ouais. 3 axes qui nous permettent de diminuer notre consommation. Et je dirais que c'est quelque chose qui est… il n'y a aucun scénario qui nous fait arriver en 2050 qui n'est pas ambitieux, hein, soyons Ouais, très clairs. ouais. Ah ouais, non, il va y avoir du boulot et on Voilà, va devoir se serrer les coudes c'est une tous. démarche Bon. collective. Voilà, tout à fait. Juste une dernière question avant de passer justement sur les scénarios en soi. Quand tu parles du modèle, avec une estimation de la consommation. Je ne sais pas sur quoi repose le modèle du tout, mais j'imagine qu'il y a un peu de détail de la consommation mois après mois, heure par heure, parce qu'il va y avoir évidemment des questions de quand est-ce que le soleil est là et quand est-ce que le vent souffle, quoi, en fonction de quand est-ce qu'on a besoin d'électricité, à quelles heures, et comment on assure la stabilité et la flexibilité du réseau. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc ça, donc on a on dirait ces trajectoires de consommation qu'on bâtit en fait. Et comme tu viens de dire, il y a différents strates. En fait, il y a par exemple les particuliers, l'industrie, et même dans les industries, on regarde quelles industries, il y a le transport, les nouveaux usages, etc. Donc on a toute une liste de dizaines de segments dans lesquels en fait on va projeter les évolutions de consommation. Donc ça nous permet de recréer la demande. Ça, c'est numéro un. Et ensuite, une fois qu'on a créé la demande, ce qu'on essaie, c'est de voir quel est le système énergétique qui va soutenir cette demande. Et donc, effectivement, là, c'est du modèle qui se passe en pas. Alors, c'est même pas horaire, il y a des pas 15 minutes. Alors là, je n'ai pas vérifié si c'est 15 minutes ou 30 minutes ou horaire, mais on est bien dans cet ordre de grandeur-là. Hein, c'est vraiment très fin. D'accord. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met dans le modèle les outils, le nucléaire, l'énergie solaire, les solaires en toiture, etc., qui, eux, ont différents facteurs de charge, qui ont différents coûts d'investissement, coûts de maintenance, profil de production également. Hein, le solaire produit la journée, pas la nuit, etc. Mm. Donc, on va mettre tout ça dans un modèle. Et puis, il y a tout ce qui est équilibre de réseau. Donc, pour l'équilibre de réseau, on a de la batterie, on a des steps, on a aussi des centrales gaz vert. Alors, je dis gaz vert, c'est peut-être un abus de langage, hein, mais quand je dis gaz vert, c'est-à-dire que c'est du gaz décarboné, quoi. C'est-à-dire que ce soit du biogaz ou que ce soit de l'hydrogène. OK. Donc, on a tous ces éléments-là. On a également des importations du réseau, donc c'est très important. Les simulations de RTE, elles se basent sur une France qui est relativement autonome, mais pas totalement isolée. D'accord? Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'on limite les importations. On n'est pas sur des importations massives d'hydrogène, on n'est pas sur des importations massives d'électricité, mais on a quand même une relation en Europe avec le réseau européen. Et donc, il y a bien des importations. À quoi ça sert hein, de prendre un réseau européen? C'est par exemple, je sais pas, récemment, on a eu la ligne de transport électrique entre l'Angleterre et la Norvège, typiquement. Donc, à quoi elle sert, cette ligne électrique? L'Angleterre, elle va avoir de l'éolien offshore. La Norvège, elle a de l'électricité en hydraulique, d'accord? Mhm. Et donc, on va pouvoir ajuster, si tu veux, quand il y a plus de vent et trop de vent en Angleterre, bah, ça peut partir en Norvège, qui va du coup économiser sur ses barrages. Quand il y a moins de vent là, l'électricité. Donc, le réseau européen permet de gérer, en fait, d'optimiser en fait l'ensemble des actifs, que ce soit les réserves, que ce soit la flexibilité, etc. Et donc, on prend ça en compte, mais ce n'est pas une hypothèse, c'est important, mais la France n'apporte pas 90% de son électricité. D'accord? Mm. Donc, on a ces éléments de flexibilité. Et donc, on met tout ça dans un modèle, d'accord? Et on essaie de voir un petit peu eh bien, quels sont les optimums qu'on obtient, d'accord, Mm. dans ces cas-là. Donc, D'accord. Non, mais voilà. passionnant, non, mais vraiment bravo aux auteurs et aux experts de RTE et à leurs partenaires pour tout ça. Et puis, j'imagine aussi que ces scénarios, leurs hypothèses sont amenés à être revisités chaque année, voir quelle est la trajectoire qu'on semble suivre. Enfin, c'est un travail qui est qui est fondateur et à la fois amené à évoluer pour voir quelle trajectoire on prend selon l'évolution de la situation. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur le parc nucléaire français? À mon sens, on a la chance d'avoir cette énergie-là, voilà, qui est quand même pilotable, sur laquelle on est relativement souverain. Malheureusement, filière qui a des difficultés à livrer de nouveaux projets, donc ça c'est une donnée à prendre en compte.
Alors, il y a eu des objections de part et d'autre à ce rapport, disant qu'il était orienté politiquement. Alors, il y a eu des deux côtés, c'est-à-dire des gens très pro-nucléaires ont dit ce rapport répond à son commanditaire, c'est-à-dire l'État qui est pro-ENR, et puis les Verts anti-nucléaires qui sont pour sortir totalement du nucléaire d'ici 10 ans, donc bonne chance, mais bon, bref, c'est magique. Qui disent oui, oui, ce rapport est orienté politiquement par EDF qui est pro-nucléaire. Bon, bref, tout le monde est plus expert que les experts. Néanmoins, bah, une objection à laquelle je suis sensible, c'est pourquoi on n'est pas capable de faire un plan Mesmer bis comme en 1974, c'est-à-dire vraiment une vraie relance du nucléaire. On n'est pas plus bête qu'avant. Est-ce qu'on a besoin de construire des Rolls-Royce, des EPR, alors que les anciens réacteurs fonctionnent? Voilà, enfin, comment peut évoluer le parc nucléaire français et pourquoi finalement le scénario RTE ne peut pas être plus ambitieux que ça aussi sur une relance du nucléaire? Non, c'est une très bonne question, je dirais, qui a d'ailleurs beaucoup fait couler d'encre récemment en se demandant mais quelles sont les limites, en fait, quelque part, du scénario nucléaire. Alors, l'évolution de notre parc nucléaire, c'est un élément absolument structurant des scénarios, d'accord? Puisque donc on a énormément de chance d'avoir cette électricité bas carbone, qui d'ailleurs est un coût très intéressant, hein. Aujourd'hui, on est dans les 59 euros du mégawattheure selon la Cour des comptes, hein, d'accord? Donc, je prends le prix de la Cour des comptes. Et donc, c'est vraiment une électricité pas chère, franchement, même si le solaire peut aller moins cher, etc. On a après des coûts de flexibilité qui sont derrière sur le réseau. Donc, on a vraiment un parc nucléaire qui fonctionne, bas carbone, etc. Donc, Voilà. c'est vraiment une chance pour Et on peut nous qui prendre le habitent. train sans angoisser du dérèglement Voilà, climatique, de exactement. l'effondrement et tout ça, et on peut aller. Voilà. C'est exactement. C'est vraiment une chance qu'on a. Voilà. Ah, mais c'est une chance, mais c'est une dette aussi, hein. Mhm. C'est une dette parce que ce parc, il va falloir le changer, en fait, hein. Il y a une durée de vie qui pose question, d'accord? Donc, 40 ans au départ, donc on imaginait à 40 ans au départ, c'est comme ça, plus ou moins que ça a été conçu, mais il n'y a pas de limite technique qui dit c'est 40 ans, d'accord? Donc, d'ailleurs, on n'envisage pas du tout 40 ans récemment, il y a eu un accord en fait, hein, de l'ASN pour prolonger. Donc, elle va regarder un petit peu en détail quelles sont les réflexions qui sont à faire, enfin les travaux qui sont à faire pour pouvoir prolonger les centrales, d'accord? Donc tout ça, ça va un peu augmenter le coût, d'accord, hein, de notre parc actuel. Mais grosso modo, ce qu'on se dit, c'est que déjà 50 ans, voilà, donc il y a une partie de nos centrales qui visiblement ne passeront pas les 50 ans, hein, apparemment, hein, c'est ce qui est indiqué. Et puis une partie qu'on pourrait essayer de prolonger à 60 ans. Et puis au-delà de 60 ans, là, on est carrément dans le domaine de la R&D, quoi. On ne sait pas trop, enfin, on est dans le domaine de on ne sait pas trop. D'accord. Donc, comment on fait ça? C'est en fait l'ASN qui produit en fait qui va faire des études pendant cette décennie. Donc, on n'aura pas la réponse, d'accord? On n'aura absolument pas la réponse demain de savoir si on peut prolonger à 60 ans, d'accord? Hein, c'est des études qui vont prendre 10 ans en plus pour savoir comment va évoluer notre parc. Donc l'évolution de ce parc, elle est déterminée par deux choses. La première, c'est le planning des fermetures. Donc ça, ce planning des fermetures, il est lié à la fois aux contraintes techniques, c'est-à-dire l'ASN qui va dire si oui ou non on peut prolonger, comment, quels sont les travaux qui sont à faire, mais également elles sont liées à ce qu'on appelle l'effet falaise. L'effet falaise, c'est quoi? C'est que en fait, notre parc a été construit en un temps assez court, une vingtaine d'années, et donc si tu enlèves, donc ils vont quelque part, nos centrales, elles vont plus ou moins dans le même temps arriver en fin de vie, plus ou moins, d'accord? Et donc, si du jour au lendemain, tu dois fermer, imaginons qu'on prolonge tout au maximum, et ensuite il faut tout fermer, d'accord? Et ben, du coup, Il y a un petit c'est problème. tout notre système électrique qui disparaît. Ouais. Il y a un petit Donc, problème. là, Non, d'accord? mais voilà, Donc ça, une grosse part de nos centrales a été construite dans les années 80 et 90, donc forcément, beaucoup arrivent en fin de vie en même temps. voilà, donc ça, on va essayer d'éviter ça. Donc, c'est la gestion de l'effet falaise, c'est-à-dire, on lisse en fait, on linéarise un petit peu les fermetures, donc elles vont se faire progressivement. Donc, il y a un jeu entre à la fois, je dirais, le reporter le plus loin possible, d'accord, hein, puisque pour le climat,
et pour les investissements, on va essayer de conserver au maximum cet outil. Hein. Je mets de côté, je dirais, il y a bien sûr des citoyens qui ne sont pas très favorables à la prolongation d'accord, de ces centrales nucléaires. Donc ça, je mets ça de côté, hein, cet aspect, on va dire, social, cette idée du risque, etc. Bon, OK. Mais n'empêche que d'un point de vue climatique et d'un point de vue d'investissement, le rapport de RTE montre bien qu'il y a un intérêt fort quand même à essayer de prolonger au maximum ces outils. Donc voilà, donc on va essayer de les prolonger, mais en même temps, il y a cette nécessité de linéarité. Donc il va falloir dresser un programme de fermeture qui fasse sens, quoi. Ouais, Donc ouais, ouais. ça c'est le premier élément structurant. Ce programme, il n'est pas décidé aujourd'hui, Ah oui. d'accord? Et puis, c'est pas que structurant pour 2050, mais aussi, voire surtout, pour la deuxième moitié du siècle. Voilà, oui, c'est tout. C'est-à-dire que c'est à partir de 2035, puis après, tu as les 2050, 2060, etc. Donc, il y a toute cette réflexion-là. Mais disons qu'aujourd'hui, la France, sans aller se projeter jusqu'à 2100, je dirais, on va raisonner peut-être par étapes, c'est-à-dire Mhm. 2030, 2040, 2050. On va y aller doucement quand même. Enfin, pas doucement, Ouais. mais d'ailleurs, on ne peut pas y aller doucement, mais on va y aller, je dirais, progressivement dans la réflexion parce que tu ne peux pas aujourd'hui t'engager dans un monde qui est 40 ans plus tard. Non, certes. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Ce n'est pas nécessaire. Non. Et alors, OK pour ce qui va être plus ou moins probablement fermé, maintenant, qu'est-ce qu'on peut construire? Et pourquoi pas Voilà, donc construire ça, davantage? exactement. Donc ça, il faut savoir que les prolongations et les fermetures, ça absorbe une partie de nos ressources financières et industrielles, d'accord? Hein, puisqu'il faut soit déconstruire, soit prolonger, d'accord? Mhm, Ça c'est une partie des ressources de notre filière nucléaire qui va être absorbée pour ça. Et donc, mhm, une autre partie de nos ressources va être dédiée à la construction, d'accord? Et mhm, donc, ça aussi, c'est un scénario extrêmement structurant. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? Bah, la RTE a demandé à la filière nucléaire, hein, donc c'est essentiellement EDF, mais j'imagine qu'ils sont concertés avec toute la filière. Pour ça, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut construire? Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce stade? D'accord? Donc j'imagine que tout le monde a pris son crayon, là, savoir un peu ce qu'on voulait faire. Donc aujourd'hui, ce qui a été dit par la filière, d'accord, mais on va y revenir, mais ce qui a été dit par la filière, c'est que la filière sait aujourd'hui pas s'engager, mais dire que au vu de ses capacités, 50 gigawatts, d'accord, 50 gigawatts en 2050. Donc 50 gigawatts, ça fait partie de construction et de prolongation, avec des prolongations qui sont à 60 ans, donc même plus à 60 ans, etc. D'accord. Donc ça semble être la limite. Donc cette limite-là, elle inclut donc 14 EPR nouveaux qui seraient construits. D'accord. Donc, ça veut dire que de 2020 là, à 2050, on aurait construit 14 EPR et mhm, également 4 gigawatts de SMR. D'accord. Donc, ce SMR qui est le petit réacteur nucléaire que mhm, la France et d'autres pays en fait vont essayer de promouvoir commercialement pour, je dirais, qu'il y ait une sorte de nouvelle branche du nucléaire qui se construise, mhm, qui sont des réacteurs qui seraient plus standardisés, plus petits et donc plus rapides à construire. Donc, ça fait à peu près un dixième de PR de taille. Et la durée de construction, c'est à peu près 2 à 3 ans. Donc, l'enjeu, c'est à la fois un enjeu d'export, à la fois de voir, enfin, on va voir un peu quel marché en fait vont toucher les SMR. Et ça, les SMR, ça va être à peu près 2030. Alors, ce qui est prévu aujourd'hui en France, c'est que le premier SMR sorte en 2030, le premier d'accord. pilote. Mais bon, très honnêtement, on est un petit peu en retard par rapport aux autres pays. Et or, les autres pays, eux, déjà, alors on a la Russie et la Chine qui sont plus ou moins déjà en train de construire. Les États-Unis aussi qui en ont un en cours de construction, mais grosso modo, les SMR, c'est entre 2030 et 2040, on va dire. D'accord. Mhm, Et en France, on sera probablement plutôt vers les 2035, mais là encore, je dis ça vu un peu de l'extérieur et vu un peu de ce qu'on entend dire. Voilà. Mais mhm. voilà, donc ça, c'est SMR, on a prévu 4 gigawatts, donc c'est un dixième de PR, donc c'est pas mal de SMR. Donc voilà, donc ça c'est le package maximum, je dirais, que l'industrie nucléaire a proposé, d'accord? Mais on va y revenir, en fait, c'est pas utile
de définir ce niveau maximum, d'accord? Puisque, en fait, ces décisions, elles ne se prennent pas aujourd'hui de faire les 50 gigawatts, d'accord? Donc, on a juste un scénario qui indique aujourd'hui que, en l'état de nos connaissances, c'est une capacité maximum. D'accord. Mais, par exemple, si tu regardes les comptes rendus de réunion de la part d'EDF, EDF dit bien, voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, mais on verra bien en fonction du retour de nos premières constructions, Ouais. comment ça s'est passé, les durées, comment évoluent aussi nos capacités industrielles, hein, puisqu'aujourd'hui, on va avoir comme on dit, le grand carénage, d'accord, Ouais. de cette décennie, hein, qui va absorber pas mal de ressources, hein, puisqu'on a on a justement ce passage des 40 ans qui arrive, et plus on a la remise à niveau par rapport à Fukushima, Ouais. d'accord? Donc, on a pas mal d'activités pendant cette décennie de l'industrie. Donc, entre ça, plus d'éventuelles nouvelles constructions, plus, etc. Donc, du coup, voilà, forcément, la filière nucléaire, c'est un renouveau quelque part, hein, Ouais. par rapport à ce qui s'est passé les 20 dernières années, C'est où on ça, a c'est juste déjà un laissé peu un renouveau. Et si je comprends bien, on sera davantage aussi en mesure de refaire le point vers 2030, 2035 sur déjà est-ce que les nouveaux EPR, enfin voilà, que donnent les chantiers, c'est quoi les retours d'expérience et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite. On aura aussi peut-être davantage de visibilité sur la R&D, sur le prolongement des réacteurs en fin de vie. Comme tu le disais, il faut peut-être encore 10 ans de recherche pour avoir certaines réponses. Et donc, pour le moment, de toute façon, il y a des projets plus ou moins dans les cartons et il faut voir, bon voilà, donc Flamanville semble pouvoir être livré, mais voilà, maintenant pour la suite, avoir d'autres retours d'expérience qui permettront d'y voir plus clair sur l'après 2030 ou l'après 2035, c'est ça? Voilà, donc exactement. Donc, déjà, la décision, elle n'a pas été prise, hein, de la construction de lancer la construction. Cette décision, elle est probablement, elle devrait probablement en fait être soumise à un certain nombre de conditions, hein, puisque notre filière nucléaire, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, bon, bah, on a quand même des exemples qui ne sont pas toujours positifs de construction, on va dire. Et donc, pour la France, c'est un enjeu majeur, hein, de l'industrie de faire de ces prochaines constructions un vrai succès, à la fois en termes de budget, à la fois en termes de temps de construction, etc. Et donc, j'imagine que la filière, elle va devoir être bien prête pour ça. Et donc, il y a eu un plan, donc on a eu un rapport FOLS qui a un peu mis en avant les problèmes de Flamanville, de la construction. Et ce rapport, en fait, a donné lieu à un plan Excel de la filière nucléaire, qui est tout un programme de formation, des renouveaux, etc., de la gouvernance, etc. Donc ça serait intéressant de voir, si tu veux, la liste des conditions nécessaires pour lancer ces premières constructions. Donc nous, malheureusement, on n'a pas d'informations, hein, ça, c'est un problème d'ailleurs, on n'a pas d'informations là-dessus. Quelles sont les conditions? Bah, je ne sais pas. Hmm. Mais bon, ce serait intéressant de les savoir. Et puis, évidemment, il y a la mise en place des financements, hein, le bouclage du financement, comment on va financer ces centrales, etc. Donc, tout ça c'est en cours de discussion. Récemment, il y a eu apparemment un retour comme quoi la première mise en service de notre prochaine EPR serait 2040 plutôt que Hmm. 2035. Aujourd'hui, c'était prévu à 2035, maintenant peut-être c'est 2040. Donc, voilà, donc on a un certain nombre d'incertitudes qu'il faut, je dirais, lever. Il faut avoir un certain nombre de prérequis. Voilà, est-ce qu'on parlait de la restructuration d'EDF, par exemple, hein, avant? Est-ce qu'il faudra qu'il y ait une restructuration ou pas d'EDF avant de lancer cette construction? Je mets des points d'interrogation, d'accord? Je ne sais pas, mais disons que ce n'est pas aussi direct, cette décision. Le lancement de la construction va devoir probablement lister un certain nombre d'éléments, d'accord, qu'il faudra prendre en compte. Mais voilà, donc, en admettant que ça soit construit, que ce soit lancé, il y a bien effectivement un projet de 3 paires d'EPR qui a été présenté auprès du gouvernement et qui est en cours de construction. Donc, 3 paires D'accord. d'EPR, c'est-à-dire 6 EPR. Donc, par rapport à un scénario où il y en aurait 14, ça fait déjà 6 sur 14 qui seraient lancés et dont la mise en service serait donc à partir de 2035 et tous les 4 ans, donc 2035, 2039 et 2044. Mais on voit déjà que peut-être le calendrier sera un petit peu déplacé, donc on va voir. Donc D'accord. ça c'est un élément structurant pour nos différents scénarios, où on va dire, bah, en fonction un petit peu du rythme de construction du nucléaire,
quelles sont quelque part les énergies renouvelables qui vont compléter ça. Voilà, D'accord? ça fait la transition justement, qu'on soit dans un scénario entre guillemets sobriété de RTE, donc de l'ordre de 15% ou je sais pas combien, de 15-20% de consommation électrique en plus d'ici 2050, ou un scénario de réindustrialisation forte de la France où les besoins en électricité augmenteraient davantage que ça. Bon, le nucléaire ne suffirait pas forcément et donc il faut plus ou moins compléter par du renouvelable. Est-ce que tu peux justement développer sur ce point-là et aussi dire, alors tu me le disais en préparation, le rapport RTE, il est aussi beaucoup sur le post-2035, c'est-à-dire beaucoup de chantiers qui sont de toute façon engagés d'ici 2035, c'est plus ou moins acquis, donc ça prépare déjà le coup d'après. Voilà, donc ça, c'est le premier élément structurant, c'est la partie, on va dire, nucléaire. Et le deuxième élément structurant, c'est donc la partie renouvelable, mais également les 15 prochaines années. Mhm. Parce que on voit qu'aujourd'hui, donc pour la lutte contre le réchauffement climatique, et ça, c'est l'extraordinaire nouvelle qui est de RTE, qui montre que c'est possible d'atteindre la neutralité carbone en 2050, quels que soient les scénarios. Peu importe le mix nucléaire, renouvelable, la flexibilité, etc. Tous les scénarios amènent à la neutralité Voilà, carbone. en plus, il y a pas mal de chemins pour y parvenir. Ça, c'est aussi une bonne Voilà, nouvelle, parce que si avec une c'est une, trajectoire risquée, bon. voilà, exactement. Et ces trajectoires, elles sont étudiées. Et il y a plus ou moins de risques industriels, plus ou moins de R&D nécessaires, mais globalement, il y a quand même des scénarios qui sont, qui sont réalistes, Voilà. quand on regarde les éléments qui sont nécessaires pour atteindre la neutralité carbone, il n'y a pas des blocs extraordinaires de R&D à mettre en place, notamment d'ailleurs dans les scénarios où il y a un peu de nucléaire. Mais donc vraiment, il y a vraiment des trajectoires assez claires sur la neutralité carbone. Donc maintenant, une fois on sait que l'électrification est une partie importante de nos stratégies. L'électrification, c'est quoi? C'est l'électrification des transports, c'est la production d'hydrogène à destination des industries, d'accord? Mhm. Et donc, c'est aussi le bâtiment, les pompes à chaleur, etc. C'est aussi l'électrification de certains usages dans l'industrie. Donc, ça, c'est tous ces éléments-là vont faire qu'il y a une demande d'électricité qui va augmenter. On va essayer de restreindre cette augmentation avec l'efficacité énergétique, avec la sobriété pour les particuliers dans le bâtiment, même par rapport à la consommation. Une moindre consommation, c'est moins d'industrie qui tourne, évidemment. Donc tout ça, tous ces éléments-là sont pris en compte, d'accord, dans les différentes trajectoires. Mais même en faisant tout ça, c'est normal. Aujourd'hui, on est essentiellement basé sur les fossiles. Aujourd'hui, notre électricité, c'est 25%. Tout le reste, c'est des énergies fossiles. Donc, c'est à peu près, je dirais, normal qu'on se dise que même en se restreignant de tout, forcément, si on veut qu'une partie des fossiles disparaisse et parte sur l'électricité, forcément, notre demande d'électricité, elle va augmenter. Ce qui va diminuer, c'est notre demande globale, en fait, en énergie. D'accord? Tout à Donc, fait. notre électricité, elle va augmenter, plus ou moins, selon les scénarios. Et donc, cette électricité, comment on la fournit? Ça, c'est l'autre élément structurant, c'est qu'il n'y aura pas de centrale nucléaire avant 2035, et même peut-être même 2040. D'accord? Mhm. Donc, du coup, ça veut dire que là, on est en 2021. D'accord? Donc, ça veut dire que dans les 14 prochaines années, il n'y aura pas de nouvelles centrales nucléaires. Donc, en Mhm. fait, le rapport de RTE est très clair sur ce sujet. En fait, on sait exactement ce qui va se passer d'un point de vue énergétique, au moins jusqu'à 2030. On sait Mhm. exactement ce qui va se passer. Tous les projets sont là, les projets d'éolien offshore. Après, effectivement, il y aura plus ou moins d'éoliennes, selon notamment l'acceptabilité. C'est pour ça que le gouvernement Alors, récemment… justement, là-dessus, il y a de l'ordre de quoi, 6500, 7000 éoliennes aujourd'hui en France. Oui, je crois que c'est ça, Voilà, ouais, à peu dans près. ces ordres-là. Il en faudrait combien de plus d'ici 2050? Oh, Je sais pas, ouh 30 là 000? là. Bon, Alors, il me semble que c'est 30. Je crois que le parc éolien 2050 est l'équivalent du parc éolien allemand aujourd'hui. D'accord? En d'accord. 2020. Donc, je Ça crois voudrait que dire 5 fois plus qu'aujourd'hui, quoi. Moins, ouais, 4 fois plus le, qu'aujourd'hui d'éoliennes. Voilà. Oui, c'est ça, voilà, 4 fois plus d'éoliennes, ce qui est pas tant que ça, parce que
parce qu'on a l'exemple allemand aujourd'hui, hein, l'exemple allemand où on a une densité de population qui est plus importante en Allemagne. Bon, D'accord? après, en termes, bon, viennent souvent les sujets, le béton, l'artificialisation des sols. Alors, j'ai fait un post hier qui fait que relayer un article pour dire, franchement, la consommation de béton et l'artificialisation des sols des éoliennes, c'est de l'ordre de, je pense, respectivement 0,5% et C'est inexistant, 1,5%. oui. Voilà, c'est très peu par rapport à la maison individuelle, les routes, les commerces et tout ça, enfin, surtout la maison individuelle. Donc, bon, si on se soucie surtout de béton et d'artificialisation des sols, le problème, c'est plutôt les maisons individuelles. Il n'en demeure pas moins quand même un problème visuel. Donc c'est visible, Oui, donc, on les voit. ah, Alors c'est tout à on fait, essaie oui. de pas trop les mettre dans les belles prairies d'Ariège. En plus, je pense que ça s'y prête pas. Donc on les voit parce qu'on traverse des autoroutes ou alors des chemins de fer qui sont bordés d'éoliennes. Donc oui, ça se voit. Et donc on est en train de dire qu'il en faudrait 4 fois plus, de l'ordre de 4-5 fois plus. Donc comme en Allemagne, quoi, qui a quand même un plus petit Oui, mais territoire, hein. attention, alors attention, oui et non, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le repowering, d'accord? Qui est en fait l'augmentation de la capacité des machines existantes, d'accord? Mhm. Donc en fait, les sites existants, parce que c'est pas nécessairement des nombres d'éoliennes, ce qu'on veut, c'est de la capacité, d'accord? Hein, Mhm. donc une éolienne aujourd'hui de, je vais me dire quoi, 2 mégawatts, d'accord? Bien, pourquoi pas la mettre à 3 mégawatts ou 4 mégawatts demain s'il y a une évolution technologique, sachant que les durées de vie, c'est peut-être 20-25 ans, d'accord? Ouais. Donc, il y a déjà un parc d'éoliennes qui est installé. Et donc, pourquoi pas, dans 10 ans, commencer à faire du repowering. D'ailleurs, ça existe déjà. Donc, le repowering, c'est quoi? C'est par exemple, soit on remplace, je dirais, l'éolienne, ou des fois, on remplace que les pales, ou on remplace le rotor, etc. Donc, ça c'est des stratégies qu'il faut voir, sachant que quand même, c'est des stratégies qui pourront potentiellement être limitées, puisque la taille de l'éolienne peut poser un sujet aussi, hein. Il faut savoir Mhm. qu'une éolienne, dans tous les permis de construire et toutes les obligations qu'il y a, eh bien, la hauteur de mât et des éoliennes est un sujet pour, par exemple, pour l'aviation, etc. Mhm. Donc, il faut voir un peu quelles sont les contraintes techniques pour faire du repowering, mais il y aura un peu de repowering, donc il n'y a pas nécessairement d'autres éoliennes qui vont arriver, mais il y en aura d'autres. Et effectivement, je dirais le sujet du visuel, hein, c'est un sujet. Et là, on peut rien y faire. Là, il faut la seule façon, tout comme avec le solaire, de gérer cette partie-là, hein, pour autant que, je dirais, les citoyens je dirais, s'accordent sur un souhait de combattre le réchauffement climatique et donc d'avoir une électricité décarbonée, eh bien, essayer d'avoir, d'une part, de faire un certain nombre de compromis, mais surtout, je dirais, d'être impliqué dans ces projets, parce qu'en fait, c'est des projets qui sont décentralisés, et donc, c'est des chances, en fait, pour les communes de pouvoir bâtir, par exemple, des projets énergie, agriculture, Oui, oui. industrie, tu Je vois, comprends, oui. Aussi des modèles de coopératives en Allemagne. voilà, ça, voilà. Écoute, Donc, tu parlais de repowering, je voulais parler de la recyclabilité. J'ai pas de chiffre en tête sur le photovoltaïque, mais sur l'éolien, on commence à avoir du retour d'expérience. C'est un vrai sujet parce que bon, installer plein d'éoliennes aujourd'hui, c'est bien, mais si dans 30 ans, rien n'est recyclable et que voilà, le monde a moins de capacité à extraire des métaux, que sais-je, enfin bref, la France doit être souveraine pour réutiliser. Ce que je crois comprendre, c'est qu'un bon 80% des éléments d'une éolienne sont recyclables mais réutilisables. C'est-à-dire, ce n'est pas du béton qu'on downcycle dans des sous-couches routières, ça sert vraiment à refaire des éoliennes ailleurs. Donc, je ne sais pas si tu oui, confirmes, mais et que la c'est partie qui est difficilement recyclable et réutilisable, ce sont les pales, mais que ça implique du coup de la R&D pour une meilleure éco-conception et une meilleure réutilisation. Mais c'est pour dire quand même qu'une bonne partie des éléments d'une éolienne peuvent être réutilisés. Donc, ça paraît plutôt une bonne nouvelle. Donc, dans 30 ans, on ne se retrouve pas avec des actifs échoués qui ne servent à rien et obligés de tout reconstruire. oui, alors c'est ça. Donc, alors j'aimerais bien qu'on reparle après quand même de la partie renouvelable parce que c'est important, je pense, de bien Hmm. comprendre sur la partie économique aussi, hein, Ouais, à quoi ouais. sert le renouvelable. Mais on peut parler de ça. Donc, bon, tous ces sujets de matériaux sur la partie renouvelable, c'est pas vraiment un sujet. Le vrai sujet, c'est sur la partie batterie des batteries des véhicules, d'accord, hein, où ça, il y a des sujets de recyclabilité. Donc ça, il y a de gros travaux à faire puisque là, on va devoir en produire, en recycler des durées de vie qui sont de l'ordre de 10 ans. Et donc ça, c'est des sujets extrêmement importants.
sur les panneaux solaires et sur les éoliennes, on est vraiment dans des produits de base, quoi, hein. On est vraiment sur de l'acier, du béton, du cuivre, etc. Des matériaux qu'on sait déjà absolument recycler. Et donc, on est sur des taux de recyclage extrêmement élevés. On est sur du 90%, 95% de recyclage. Et d'ailleurs, c'est dans la loi, hein. En France, il y a une obligation, d'accord, hein, de recycler. Alors, le pourcentage va augmenter. Donc, j'ai oublié, pardon, j'ai oublié exactement pardon. J'ai oublié quel taux exactement. Je crois que c'est 94% pour 2023, 96% pour 2024, comme ça. Et donc, il y a le socle qui est compris d'ailleurs, hein, dedans. Donc, les taux de recyclage sont fixés par la loi. Il y a une obligation de recycler. Et le démantèlement est très simple, hein. Le démantèlement d'une éolienne, c'est 24 heures, hein. Donc, c'est une opération extrêmement simple à réaliser. Et comment on s'appelle, sur Les pales? les pales. Donc là, effectivement, bon, les pales, encore une fois, c'est pas un gros sujet parce que c'est quelque chose qu'on peut enterrer, d'accord, hein, puisque c'est un matériau composite qui ne va pas vraiment s'effriter dans le sol, mais la filière a quand même pris ça en compte. Et donc, en fait, on estime que d'ici 2 ans, 3 ans, les pales vont être recyclables. D'accord? Et donc, ça a un impact non seulement sur les éoliennes, mais ça a un impact sur le secteur, par exemple, de l'aviation et sur différents autres secteurs qui utilisent un peu ces mêmes matériaux, où du coup, on va pouvoir commencer à les recycler. D'accord? Donc, ça, a priori, la filière se dirige là-dessus. Donc, on aura vraiment un recyclage complet, sachant encore une fois que si tu veux, le démantèlement complet de l'éolienne, voilà, il faut que je dirais le mât pose problème, etc. Parce on va essayer de les conserver là aussi le plus longtemps possible en changeant changeant les pales, etc. D'accord? D'accord, Donc, tout à fait d'accord. le béton, maintenant, pour bien comprendre quand même ces sujets-là, la différence entre un scénario 100% ENR, d'accord, donc il n'y a que des ENR partout, il n'y a plus de nucléaire, et un scénario avec 50% de nucléaire, la différence de consommation de béton, elle est égale à 1% de la demande nationale française de béton. C'est la Ouais, non, différence. mais oui, non, mais C'est à l'enjeu. nouveau, c'est par rapport aux routes, aux bâtiments. Enfin, oui, Voilà, il n'y a, exactement. y a pas de sujet pour le béton. La totalité de la consommation, c'est 3% de tout notre système électrique. D'accord? C'est 3% de la demande nationale de béton. D'accord? Et je crois en cuivre, on est sur là aussi du 10%. Alors, attention, il y a une différence. Là, par contre, il y a une différence entre le scénario fortement ENR, puisque là, on a plus de connexions réseau, etc. D'accord? Et puis le scénario nucléaire, mais on est dans l'ordre du 10-20%, Oui. d'accord, Non, après, alors de le l'énergie. cuivre, le cuivre, c'est un vrai sujet mondialement, hein, des gens comme Emmanuel H de IFP Énergie Nouvelle soulèvent, c'est-à-dire pour mener cette transition énergétique mondiale, le cuivre, c'est un des sujets en termes de Voilà. métaux critiques. Ouais, c'est pas non plus pour. C'est un des sujets, mais qui n'est pas lié, qui est lié que partiellement en fait à la partie électrique. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que si nous aujourd'hui quelle est la décision qu'on doit prendre, enfin le type de décision, c'est de se dire quels sont un peu nos scénarios d'ici 2050. Est-ce qu'on a intérêt à aller fortement vers le nucléaire, fortement vers les énergies renouvelables, sachant que dans tous les scénarios, de toute façon, il y aura beaucoup d'énergies renouvelables, hein, dans tous les scénarios possibles. Et donc, du coup, il y aura au moins 50% d'énergie renouvelable. Donc, on se dit, bon, quels sont les scénarios? Est-ce que je vais pousser sur le nucléaire un peu? Voilà. Donc, quand on regarde ces scénarios-là, la différence, le delta, en fait, de consommation de matériaux entre ces différents scénarios, il reste assez faible, si tu veux. Et donc la problématique des matériaux, elle dépasse, en fait, largement cette décision de choix, en fait, Oui, c'est aussi ce qu'on fait des matériaux sur Terre dans les autres secteurs hors exactement, électricité. Non, non, ça on est l'enjeu. d'accord, on est Voilà. d'accord. C'est exactement ça l'enjeu des matériaux. Modulos, comme tu évoquais, les métaux spécifiques à la mobilité Ah, voilà. électrique, Le qui est lithium. que voilà, lithium, cobalt et autres probablement, mais Voilà. et que pour le coup, qui sont un critiques et deux, la mobilité électrique les fait particulièrement augmenter mondialement. Mais on ne revient pas Voilà. là-dessus parce qu'effectivement, je voulais revenir sur le point sur l'économie et notamment la souveraineté économique.
clore sur le point de l'intermittence, si tu peux faire un peu de pédagogie là-dessus. Voilà, ouais, je D'abord, veux bien. effectivement, sur la souveraineté économique, on est en train, bon, on oppose, ça n'a aucun sens d'opposer des solutions entre elles, mais on peut se dire, bah, moins de nucléaire et plus de renouvelables, c'est aussi plus de transfert de souveraineté économique de la France vers l'extérieur, c'est-à-dire une plus grande part de la chaîne de valeur de production d'électricité nucléaire est en France que la chaîne de valeur des ENR. Donc l'importation d'uranium, c'est de l'ordre de 3% de la valeur finale de l'électricité nucléaire. Je ne connais pas les chiffres exacts pour les ENR, mais sur ce point de souveraineté économique, dépendance aux importations des appareils, est-ce que tu peux nous exposer ton analyse? Oui, alors, bon, alors, le RTE aborde ce sujet-là quand même. Oui, Bon, j'imagine. voilà. Et non, mais ce qui est extraordinaire, hein, parce que c'est pas tous les rapports qui l'abordent. Et donc, enfin, c'est l'un des rapports les plus riches que j'ai lus, hein, Ouais, sur ce sujet. bravo à nouveau, hein, et de l'avoir lu Voilà. aussi, hein, en entier. Ouais. Il faut que tout le monde le lise. Oui, Et, d'ailleurs, tu le et disais, donc, parenthèse, mais effectivement, pour se former à ces enjeux-là, pour vraiment bien comprendre, alors sans forcément être, mais bon, en étant plus expert que la population moyenne, donc voilà, c'est un bon rapport pour les non-experts aussi. Donc vraiment, c'est pour s'éduquer, c'est vraiment comprendre, aller au fond des choses, c'est compréhensible. Voilà. voilà, c'est compréhensible. Pour s'éduquer et se former, on lit les 12 chapitres. Là, il faut lire les 12 chapitres, mais comme les gens sont passionnés, on est tous passionnés, là, le débat nous passionne sur l'énergie, bien, puisqu'il nous passionne, autant avoir je dirais des fondations solides Hum, pour pouvoir débattre de ces sujets. Et donc, les documents de RTE, bah, si on prend les 12 chapitres, bah, peut-être que si on n'est pas spécialiste en énergie, forcément, on ne va pas tout comprendre, hein, mais ce n'est pas grave. Il faut quand même essayer de se forcer à les lire. Et puis, petit à petit, à force des pages, il y a quand c'est même des bien, ouais. répétitions au sens, voilà. Donc, petit à petit, ça prend forme, la compréhension prend forme. Et forcément, même s'il reste que, un certain pourcentage, je dirais, qui a vraiment été bien compris au bout des 12 chapitres, et ce pourcentage, il C'est fait très bien. qu'on Très on bien. a un bond gigantesque dans la Ouais, connaissance non, de très bien. ce sujet-là. Donc, voilà. Alors, Voilà. Donc, repassons, sur alors la effectivement, des souveraineté, histoires de souveraineté énergétique, voilà. dépendance économique. Donc, voilà. Donc le principal point, je dirais, c'est de voir déjà les ordres de grandeur sur notre balance commerciale. En fait, le gros sujet chez nous, c'est les fossiles, c'est l'importation des fossiles. Et donc, en fait, je crois qu'il y a une quarantaine de milliards, je crois, un peu Bon, ça plus, dépend du prix du euh, pétrole et du gaz. Cette année, ça risque d'être plus élevé. Ouais. un peu plus élevé, voilà. Et donc on est censé faire disparaître ça. Donc, en fait, l'électrification, donc le développement de l'électrification et la direction vers une neutralité carbone, qui donc est possible et réaliste. Il faut vraiment que tout le monde se rende compte de ça. En lisant le rapport de RTE, c'est absolument clair. Les trajectoires, il y a des trajectoires réalistes. Hein, c'est pas du tout complètement voilà. Et donc ces trajectoires-là nous indiquent que bah, notre balance commerciale, ça va partir ces déficits d'importation. Donc déjà, nous, c'est très positif. Alors, Ensuite, j'ai les il y a chiffres devant les yeux, Karim. Donc, vers 2012-2013, de mauvaises années, la facture énergétique de la France était de l'ordre de 70 milliards d'euros. il y avait Et, 70 milliards, je l'ai en tête, ouais, et les mais ça a été années, réduit. imaginons si jamais une année, enfin, pendant des mois, personne ne bouge de chez soi, personne ne prend sa voiture. Imaginons un jour si ça devait arriver, ce serait de l'ordre de 25 milliards. Donc, bon, non, petite blague Ah, pour dire l'année d'accord. dernière, c'était de l'ordre de 25 milliards, mais c'est une année un peu exceptionnelle. Mais donc, on parle bien de, on va dire, ces dizaines de milliards. Ces dizaines de Voilà, milliards, les gommer, parce que les gommer, voilà. efficacité énergétique, parce que sortie des fossiles, tout simplement, les gommer, les remplacer en partie par des renouvelables où il y a quand même un peu de déficit, mais enfin, je ne sais pas quelle est la part qu'on produit en France, mais si les équipements sont de moins en moins chers et qu'une part croissante de la valeur et du génie civil et du service sur notre sol, j'imagine que ça limite le déficit aussi. Voilà, exactement. En fait, l'évolution des équipements sur le solaire, par exemple, fait qu'avant, un panneau solaire, c'était peut-être 80% hein, du coût de construction global de la centrale. Mais aujourd'hui, un panneau solaire, c'est moins de 50% largement.
Donc, en fait, déjà, il y a toute une partie, je dirais, en France qui reste hein, sur à la fois les prestations de services, mais également les structures, le génie civil, les raccordements, toutes les parties électriques, etc. Donc on a vraiment, je dirais, du travail et de la valeur ajoutée locale, surtout et compte tenu des volumes, hein, d'accord? Bon, d'autre part, il y a cette idée, donc sur les éoliennes également, sur les éoliennes, on a même des usines en France hein, qui produisent des éoliennes. On a, je dirais, une valeur ajoutée avec les énergies renouvelables qui va rester sur place. Et puis, il y a l'idée éventuellement je dirais, dans la réindustrialisation. Donc, il y a comme l'idée de réindustrialisation qui est sur la table, qui est mise sur la table. Ce L'idée serait de pas la mal. réindustrialisation, voilà, donc c'est à la fois de la résilience économique, c'est à la fois de l'emploi, mais c'est aussi de faire partie, je dirais, le CO2 qu'on importe, aussi contrôler ce CO2-là. Donc, il y a, selon les secteurs, on voit qu'il y a un intérêt, en fait, à certains secteurs à le reprendre chez nous et qu'on gagnerait dans le bilan de l'empreinte carbone, cette fois-ci. Donc, en se situant dans l'empreinte carbone, hein, parce que l'empreinte carbone de la France, elle n'est pas pareille que les émissions territoriales. L'empreinte carbone comprend l'importation des émissions. Et donc, on voit qu'il y a un intérêt pour combattre le réchauffement climatique et donc diminuer notre empreinte carbone, d'évoluer vers aussi des réindustrialisations. Mais la réindustrialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'électricité, d'accord? Donc, plus d'activité sur place. Donc, il faut aussi prendre tout ça en compte. Bref, sur la partie électrique, ben, on a la possibilité éventuellement, il y a des projets hein, de centrales de fabrication de panneaux solaires. Il y a un projet en cours de 2 gigawatts, d'accord, qui est en discussion avec l'État et avec une société qui s'appelle REC, qui pourrait même passer à 4 gigawatts, d'accord. Donc, c'est un projet qui a même été approuvé déjà dans l'étude de faisabilité par le gouvernement, etc. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, je ne peux pas prévoir. Je pense que ces sociétés, ce qu'elles attendent, c'est un signal fort de la part de l'État. Et je pense que ça viendra très prochainement, puisque avec ce débat sur RTE, etc., on va au moins fixer les trajectoires sur au moins 2030, d'accord? En se disant, ben voilà, parce que 2030, il va falloir faire tant de gigawatts par an en solaire, tant de gigawatts par an en éolienne, pour pouvoir permettre tant d'électrification et pour pouvoir lutter et faire baisser nos émissions de temps. Donc, on va avoir une sorte de plan comme ça qui est déjà en cours de mise en place, d'accord, hein, puisque le gouvernement a déjà demandé un budget auprès de la Commission européenne qu'on a obtenu de 30 milliards d'euros, d'accord, pour justement développer nos ENR, d'accord, jusqu'en 2026, je crois. Donc déjà, il y a ces éléments-là qui sont mis en place. Et plus, on a vu récemment le gouvernement dire, voici les 10 mesures pour développer l'éolien, voici les 10 mesures pour développer le solaire, qui sont notamment la participation des citoyens dans le développement des projets, dans la sélection des sites, éventuellement les participations financières de coopératives, de citoyens, etc. Donc, il y a tout un élément, je dirais, pour faire contribuer en fait, les citoyens au développement de ces projets, enfin de l'impliquer en fait pour qu'il y ait des mécanismes de décision qui soient bien appliqués, que tout le monde soit bien impliqué dans ce développement. Donc il y a tout ça. Une fois que cet écosystème-là est bien, je dirais, bien calé, c'est à ce moment-là que tout ce qui est les parties vraiment industrielles un peu plus lourdes, quoi, qui est sur la fabrication d'équipements, etc., qui sont des investissements qui sont plus risqués, d'accord, hein. Donc il faut avoir une bonne visibilité. Donc quand on a une bonne visibilité, bah, logiquement, il y a des possibilités aussi de retenir une partie supplémentaire de la valeur ajoutée au travers de l'industrie. D'accord? D'accord. Si on termine sur la question de l'intermittence, bon, sachant qu'on n'est pas en train de parler de 100% ENR, mais bon, intermittente, mais moins de 50%, qu'on garderait il me semble, au moins 50% de nucléaire, enfin, selon les hypothèses où on arrive quand même un minimum à prolonger la durée de vie du parc existant et à construire de nouveaux EPR. Néanmoins, bah voilà, quelle place occupe finalement la question de l'intermittence dans le rapport RTE et comment est-ce que cette question est traitée, sachant qu'elle est complexe, mais est-ce que tu peux nous en faire une synthèse? Non, il n'y a pas de problème. Non, elle est complexe, mais elle est fondamentale. Alors, faut bien comprendre, il y a deux choses. Il y a l'aspect, je dirais, technique et l'aspect économique. D'accord? Jusqu'à présent, ce qu'on a dit, c'est que bon, il y a la contrainte, je dirais, du développement du nucléaire qui, entre guillemets, entraîne le développement des renouvelables. Mais ce n'est pas que ça. Il y a un intérêt économique évident à développer les énergies renouvelables.
Pourquoi? C'est qu'en fait, on a deux choses. L'économie de notre système énergétique français, elle se base sur une équation qui est extrêmement simple. D'accord? C'est plus de nucléaire égale moins de flexibilité nécessaire. Et donc, les énergies renouvelables qui ont un coût moins cher en production de flux de kilowattheures, d'accord? Surtout dans les projections, hein, il faut faire attention, ces scénarios sont des projections, d'accord? Donc, la plupart, souvent, on se dit, ah oui, mais faire des projections, ça devient de l'incertain, d'accord? Donc, certains prennent les coûts, par exemple, de 2021 et les prolongent en 2050. C'est évidemment pas ce qu'on fait, hein. Ce qui est fait dans ces scénarios, c'est justement des scénarios d'évolution à la fois technologique et de coûts, donc qui entraînent des incertitudes, mais des incertitudes qui sont beaucoup plus faibles que si on gardait les mêmes coûts d'aujourd'hui. Il y a des vraies réflexions industrielles sur quelles sont les trajectoires de coûts et d'efficacité et de rendement de l'ensemble de ces outils. Donc, les trajectoires qui ont été validées d'ailleurs auprès des groupes de travail, on sait déjà, par exemple, sur le solaire, qu'il va y avoir des baisses, hein, de X%, 10, 15% de coûts de kilowattheure. Et c'est pareil pour l'éolien, qui aura une baisse plus faible, mais qui aura quand même des baisses. Donc, en fait, en coût de kilowattheure, on a un coût de kilowattheure qui est beaucoup plus faible que celui du nucléaire. D'accord? Mais ce n'est pas satisfaisant comme comparaison, puisque les énergies renouvelables sont également variables en fonction du climat. Donc, s'il y a plus ou moins de soleil, etc. Donc, il faut, pour assurer la stabilité d'ensemble d'un système, plus on a des énergies renouvelables qui pénètrent dans le système, plus il faut d'outils de flexibilité. Et donc, l'équation de notre système énergétique, elle est extrêmement simple. C'est plus je mets de renouvelables et plus j'ai de coûts de flexibilité. Donc ça me fait mon écosystème. Ouais. Et puis, plus j'ai de nucléaire, moins j'ai besoin de coûts de flexibilité. Et donc, je compare les deux. D'accord? Et c'est exactement ce que fait le rapport. Le résultat du rapport, c'est ça. C'est coût des ENR, coût de flexibilité et coût du nucléaire. Et on compare les différents scénarios. D'accord? Donc, ça, c'est fondamental à comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde, par exemple, un des exemples, c'est qu'on peut voir qu'à 50% de pénétration de nucléaire, le coût de flexibilité disparaît. D'accord? Parce qu'à 50% de nucléaire, eh bien, on sait gérer avec très peu d'outils de flexibilité, d'accord, un taux de pénétration des ENR à 50%. On sait le faire aujourd'hui, il n'y a pas besoin de R&D énorme, il n'y a pas besoin de batterie énorme. C'est le message de RTE. Et d'ailleurs, ce 50% qui, c'est-à-dire que si on se projette à 2030 ou 2035, le rapport de RTE est très clair là-dessus, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas besoin de modifications structurelles importantes de notre système énergétique pour arriver en 2030 ou 2035 en taux de pénétration de l'énergie. Il n'y a rien à faire. Enfin, pas rien à faire, mais il y a très peu de choses à faire. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'avantage du nucléaire, qui est de faire baisser les taux de flexibilité, les coûts de flexibilité, à partir de 50% de pénétration, ben, il disparaît. D'accord? Ce qui veut donc dire que si tu continues à prolonger le taux de pénétration du nucléaire, eh bien là, ton coût système, logiquement, doit augmenter, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça que je trouve qu'ils sont bien calés, en fait, en faisant les scénarios, parce qu'aller encore plus loin dans le nucléaire, quelque part, ça va t'impacter sur tes coûts, forcément. D'accord? Donc, une fois qu'on a vu ça, sur cet équilibre, on peut regarder après, qu'est-ce que c'était la flexibilité? C'est ça la gestion, entre guillemets, de l'intermittence. Donc, la flexibilité, c'est une flexibilité du système. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, à la fois, c'est sur le côté demande et à la fois sur le côté offre. D'accord? Donc, sur le côté demande, c'est un point absolument fondamental qu'il va falloir développer. Donc, c'est par exemple, déjà, il y a des règles d'effacement. Par exemple, un consommateur d'électricité, un gros consommateur d'électricité, je vais le payer pour avoir le droit de lui couper un peu son électricité. Donc, il l'accepte. Il l'accepte parce qu'il sait le gérer, tout simplement. Donc, ça s'appelle les règles d'effacement. Il y a aussi, par exemple, les recharges des voitures. D'accord? Donc, pour les recharges des voitures, pareil, on peut s'imaginer qu'à certains moments de la journée, d'accord, ou certains moments avec des signaux de prix, par exemple,
on peut faire évoluer, on peut en fait donner des signaux où il y a des moments où on va produire on va recharger les batteries. Mais en plus, les batteries également, elles ont une communication avec le réseau. D'accord? C'est ce qu'on appelle le V2G, le véhicule to grid, c'est-à-dire Mhm. la voiture, la communication de la batterie avec le réseau. Donc à la fois la batterie prend, mais à la fois la batterie, elle redonne. D'accord? Alors, on va avoir plein de batteries dans notre parc industriel. Donc ça nous fait des batteries, si tu veux, naturelles, en fait, qui sont là sur le réseau. Ensuite, il y a la production d'hydrogène. L'hydrogène, on est censé pouvoir le stocker, d'accord? Parce que c'est l'idée, en fait, de cette production, c'est qu'en fait, elle se fasse à des moments où la demande, par exemple, pourrait être plus faible, d'accord? Et donc, or, on va produire plus de solaire, on va produire plus d'éolien, et donc, plutôt que de couper ça, eh bien, on va produire de l'hydrogène, d'accord? Donc, ça aussi, c'est des outils de flexibilité en termes de consommation. Et à la fois, ensuite, il y a de la flexibilité sur l'offre. Donc, d'accord, donc il y a tout ce pan sur la demande. D'accord, donc il y a aussi, par exemple, les compteurs intelligents, hein, qui vont dire, je sais pas, ta machine à laver, tu peux la programmer à certaines heures. Hein, donc, à la fois, il y a tout ce qui est aussi électronique. Donc, par exemple, je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois sur les data centers, d'accord? Mhm. Les data centers où en fait, il y a des calculs des machines qui vont se faire à certains moments de la journée, par exemple en fonction de la production d'énergie renouvelable. D'accord? Donc, on sait faire des choses comme ça. Donc, il y a toute cette partie communication de la consommation électrique avec le réseau, d'accord? Qu'on peut gérer. Donc, ça, c'est un premier outil de flexibilité. Et deuxième outil de flexibilité, c'est sur le côté de la production. Donc, la production, c'est quoi? C'est par exemple les batteries, d'accord? Donc, les batteries électriques. Donc, ça, les batteries, il n'y a pas besoin de térawatts de batterie, d'accord? Hein, les capacités de batterie dont on parle, c'est simplement pour faire, je dirais, des swings sur la journée, d'accord? Donc, on parle à peu près, donc, je crois, je ne sais plus, j'avais des chiffres, mais on parle de peut-être voilà, 10 gigawatts de batterie, d'accord? 10, 13 gigawatts de batterie, hein, qui sont là pour fonctionner 4 heures. Donc on est vraiment, on n'est pas dans des montants gigantesques de batterie, d'accord? Du tout, absolument pas. Donc il y a les batteries, il y a le STEP aussi. Les scénarios de RTE disent qu'il faut quand même réinvestir aussi un peu dans les STEP. Et enfin, il y a les centrales gaz. Donc sur les centrales gaz, ça c'est un point très important. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus. Les centrales gaz, c'est des centrales qui utilisent du gaz, non pas naturel, mais du gaz, ce qu'on appelle vert, donc Le décarboné. biogaz. Voilà. Donc là, ici, avec RTE, ce qui est envisagé, c'est de l'hydrogène. D'accord? C'est des centrales qui fonctionneraient à l'hydrogène. De l'hydrogène qu'on pourrait. Alors, la partie, je dirais, technique, c'est-à-dire savoir quel type d'hydrogène, parce qu'on pourrait utiliser par exemple de l'ammoniac, on pourrait utiliser aussi du méthanol, donc il y a différents éléments qu'on pourrait produire, d'accord, qu'on pourrait importer aussi d'ailleurs, hein, donc on n'est pas forcément, on ne serait pas forcé de le produire localement, mais en admettant qu'on le produise localement, puisque c'est un peu les études, ce sont les études de RTE, d'accord. Donc ça, on a des centrales gaz qu'on construit en capacité. Donc ça veut dire, dans les scénarios de RTE, tu peux aller jusqu'à 20 gigawatts, je crois, d'accord. Et il y en a zéro, par exemple, avec un taux de pénétration de nucléaire de 50%, il y a zéro, d'accord. Il n'y a pas besoin de nouvelles centrales gaz du tout. Avec un scénario M23 qui est vraiment un taux de pénétration qui est que du renouvelable, sauf du nucléaire historique, d'accord, qui est prolongé. Donc, sur ce type de scénario-là, on va jusqu'à 20 gigawatts de centrales gaz, mais 20 gigawatts de centrales gaz, ce n'est pas 20 gigawatts de centrales gaz qui tournent à temps plein. 20 gigawatts, c'est pour pouvoir absorber des pertes en termes de puissance rapide sur le réseau. Tu vas pouvoir avoir des outils qui vont réagir rapidement comme des centrales gaz, donc ils vont pouvoir combler en puissance, par exemple, 20 gigawatts d'un coup. Mais en termes de volume de kilowattheure, dans un système ENR, même à taux de pénétration très fort, c'est très faible. Ça fait à peu près, donc selon les simulations, 5% peut-être de la production totale, d'accord, qu'il faut provisionner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 20 gigawatts,
en fait, ils tournent très faiblement. Les facteurs de charge, en fait, de ces centrales gaz sont Très peut-être de faible. l'ordre de 10%, par exemple. D'accord? D'accord. Et ça, c'est essentiellement pour, je dirais, le stockage long terme. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as pendant 3 semaines, on a ce fameux Dunkelflotte en Europe, qui dit 3 semaines avec faible vent et faible rayonnement solaire. Dunkelflotte, Dunkel, ça vient de sombre. Donc, et Flotte, c'est calme. Donc là, Mhm. c'est le calme absolu, sombre en Europe pendant 3 semaines. Voilà. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, c'est fini. Donc voilà. Donc, pour prendre, bon, donc évidemment, à ces moments-là, bah, ça aura beau mettre autant d'éoliennes que tu veux et autant de solaire, bon, ça marche un peu, mais pas trop. Donc du coup, pour combler ça, bah, il faut ces centrales gaz qui sont là et en fait, Et là, l'impact, le il est facteur de charge augmenterait quoi, pendant ces Ouais, mais semaines-là voilà, de mais à calme plat. l'année, on est sur très faible. Tu vois, à l'année, on parle de 5%, d'accord? On parle d'un besoin en termes de térawattheure, pour donner des Hmm. chiffres, je crois que c'est une vingtaine de térawattheures, d'accord? D'accord. Sur une Ah, d'accord. consommation, tu vois, globale de 750, etc. On est en train de parler de 20, 30 térawattheures de gaz vert qui seront nécessaires. Mais c'est un sujet, hein, évidemment, hein, il faut le prévoir. Ça veut dire qu'il y a un écosystème hydrogène qui est mis en place, qui est compétitif, parce qu'évidemment, ça va coûter assez cher, cette partie-là. Voilà. Donc ça, tous ces éléments-là de flexibilité, d'accord, il y en a plus ou moins besoin en fonction du taux de pénétration des énergies renouvelables, d'accord. Et donc, l'équilibre économique, eh bien, c'est ce que RTE essaie de regarder. Donc, ce qu'on voit un petit peu, c'est que, en fait, l'option du renouvelable, bah, c'est une excellente option. Si on l'avait eu, pour reprendre ta question pour le plan Messner, bah, si on l'avait eu en 1970, bah, on aurait réfléchi, j'imagine, à faire des calculs et à dire, ah bah tiens, il y a un intérêt à mettre X% de Ouais. solaire, X% d'éolien, etc. Ouais. C'est une option qui économiquement tient la route, d'accord? Donc, c'est pas du tout, si tu veux, comme on dit, une position de retrait. Hmm. Ça optimise notre mix énergétique. Et la question, c'est jusqu'à quel point. Donc, c'est là où chacun pourra se faire son avis. Moi, j'ai un avis personnel. J'ai Hmm. regardé les études, Hmm. j'ai regardé les hypothèses. Hmm. D'accord? Donc, en fonction de, on va dire, moi, de mes connaissances personnelles sur les évolutions de l'hydrogène, sur même aussi les évolutions du coût parce qu'il y a des hypothèses de coût hein, sur le nucléaire, évidemment, des hypothèses de coût sur le nucléaire, il y a des hypothèses de coût sur les éoliennes, etc. Donc, sur la flexibilité, il y a des hypothèses de coût sur l'hydrogène. Donc, tout ça, voilà. Après, tu peux te faire une idée un petit peu sur quelles sont à peu près les directions qu'on peut prendre, voilà. Donc, je donne un exemple hein, sur les hypothèses qui pourrait poser des questions. C'est que RTE a pris le même coût de capital pour toutes les technologies, à 4%. Bon, bah ça, c'est un sujet parce que, évidemment, sur les renouvelables, ça ne pose pas de problème puisque c'est du Sur le financement nucléaire, privé. ça peut être optimiste. Ouais. Bah, sur le nucléaire, pour arriver à 4%, c'est certain qu'il faudra un appui de l'État. Ouais. Non, non, un cadre très sécurisé sur du très long terme, et l'État qui dit vous inquiétez pas, ça va Voilà. bien se passer. S'il y a un Bah, voilà. Fukushima ou BIS, etc., je contiens la panique. Enfin voilà, les capitaux sont assurés. Parce que sans ça, effectivement, les investisseurs demandent des taux de retour sur investissement complètement délirants, quoi. Enfin, qui pèsent pour mais je sais pas quoi, la moitié des capex, des coûts Voilà, d'investissement du nucléaire. qui va Enfin, prendre un truc énorme. Si c'est forcément. pas la moitié, c'est un tiers. Bon, c'est énorme. C'est énorme, voilà. Donc ça, par exemple, ça n'a pas été indiqué alors, c'est très détaillé, la raison pour laquelle hein, ça a été choisi, 4%. Mais clairement, ça impacte. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement doit réfléchir aussi à se dire, bah, tiens, comment je peux faire baisser les coûts? Donc, c'est un peu le sujet de la taxonomie, mais ce n'est pas que ça, parce que pour arriver à 4%, je pense que forcément, il y aura un coût en fait, de cette garantie qui n'est pas mise. Donc forcément, je pense qu'il y a a priori un décalage entre le coût de financement des ENR et le coût de financement du nucléaire. Il Ouais. ne va pas être aligné, je pense. Tu vois donc ça, bon, ça c'est pour la question. Ensuite, il y a par exemple les éoliennes flottantes qui font partie du mix énergétique. Donc ça, c'est quand même un point d'interrogation, franchement, sur les évolutions de coût du kilowattheure.
Et puis, il y a ces coûts du nucléaire également, où là aussi, c'est quand même un point d'interrogation. Et c'est pour ça qu'un tel rapport ne te dit pas, voilà comment ça va être en 2050. Un tel rapport, c'est pas ça qu'il dit. Un tel rapport, c'est il dit, voilà, nos 10 prochaines années, de toute façon, il n'y aura pas de nucléaire. Donc, on va développer les ENR, on va les développer au maximum. Voyons voir si on démarre des constructions nucléaires. Si on les démarre, quelles vont être les évolutions en termes de coûts, quels vont être les retours, etc. Et en fonction des évolutions technologiques, eh bien, on peut, si tu veux, refaire évoluer un petit peu ces scénarios et voir un peu comment optimiser au coup par coup, quelque part, l'évolution de notre mix. D'accord? Donc, il va très bien. falloir, la conclusion de ça, c'est que il faut que notre politique énergétique, elle va se piloter de façon relativement flexible. Alors, il y a une trajectoire de long terme, d'accord? Oui. On va se projeter un petit peu en temps, mais là, on voit que c'est Il y a pas une clair. trajectoire et des variantes, ou du moins Et plusieurs il y a itinéraires pour y l'évolution qu'on parvenir. fera, voilà, en fonction des choses. En Voilà. fonction des choses. Non, non, mais écoute, mais Karim, c'est vraiment passionnant et bravo d'expliquer, déjà d'avoir lu tout ça, même si ça te passionne, mais quand même, il faut un certain courage et de venir l'expliquer avec autant de pédagogie. C'est rassurant aussi ce qu'on vient de dire en termes de, il y a pas mal de chemins possibles pour arriver à l'objectif. C'est rassurant aussi dans le sens où si un jour, imaginons, Marine Le Pen est au pouvoir et veut mettre un moratoire sur les éoliennes, qu'il y ait suffisamment l'armée d'experts qui viennent lui expliquer, bah non mais attendez, c'est débile, vous allez conduire Faut la pas France faire à ça. l'effondrement. Ne faites pas ça, Ça, regardez c'est nos pas bon. calculs, vraiment, vous conduisez la France à l'effondrement énergétique. Inversement, si Europe Écologie Les Verts est au pouvoir et veut sortir du nucléaire en disant qu'une armée d'experts vient dire attendez, non, non, c'est complètement débile, vous allez vous aussi conduire C'est la pas France à évident. Ouais. l'effondrement énergétique. Non, mais voilà, souhaitons que ce travail, de toute façon, il a été commandé pour être suivi, valorisé par la politique française. Après, effectivement, entre guillemets, les détails, on verra selon l'évolution de la situation, mais ça fournit des bases solides pour que tous les acteurs du système énergétique, et ça inclut d'ailleurs les consommateurs, et dans ton discours transparaît aussi beaucoup de notions de responsabilisation des consommateurs qui sont amenés à établir un rapport nouveau avec l'énergie. Bon, tu donnais l'exemple de la machine à laver ou la vaisselle, je ne sais plus. Oui, effectivement, ça rapproche peut-être aussi les citoyens de la question énergétique et donc de la question écologique aussi. Donc tout ça ouvre plutôt de bonnes perspectives. Je te laisse peut-être dire quelques mots de conclusion et on doit clore. Oui, non, mais je dirais que voilà, on a des trajectoires à 10 ans assez claires sur notre mix énergétique. Je crois que ce serait bien que chacun puisse le voir. Il y a aussi, je dirais, beaucoup de difficultés à accéder à de bonnes informations, que ce soit sur le cadre juridique, l'impact des matériaux, comment les éoliennes ou le solaire, quel rôle ils ont dans leur système, l'intermittence, comment ça se couvre, les coûts d'ensemble, etc. Et ce Je rapport dirais, fournit une je très bonne pense, synthèse voilà, de qualité, si je comprends bien. Hein, ouais. voilà, plutôt que de rester dans le flou et de prolonger les on-dit, etc., je crois que c'est bien de lire ce rapport. Tout à fait. Non, On a essayé un là grand, ensemble grand service d'en parler un rendu peu, mais par voilà. RTE, qu'on taguera dans nos publications pour les reféliciter. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Karim. Merci infiniment. Et puis, je suis sûr qu'on se reparlera bientôt. Ok, super. Au revoir. Allez, merci, ciao.